Bonjour, bienvenue dans cette émission de réformateur.com ou lesréférendums.com si vous préférez, la première d'une longue série consacrée aux graves anomalies ou aberrations, ou à l'inverse aux carences, ayant tout en point commun de n'avoir jamais été ni dénoncées, ni même soulevées, c'est-à-dire en un mot à des scoops si l'on peut dire. Le premier de ces scoops se singularise par son extrême importance et gravité, mais aussi et surtout parce qu'il est composé lui-même de 17 aberrations. La première est que, pas une seule fois seulement, le nom de la BCE n'a été évoqué lors de cette très longue crise de plus de 6 mois, dite des Gilets jaunes, alors qu'elle l'a été, partout ailleurs, accusée et fustigée partout, par le président Trump, dans 2 discours virulents, par son conseiller Peter Navarro, par Angela Merkel, etc. Accusé de quoi? De dumping monétaire, d'avoir fait chuter l'euro de 50% de sa valeur actuelle. Alors, ces accusations ne sont pas seulement fondées, elles sont rigoureusement exactes. En effet, la chute d'une monnaie se mesure par rapport à un panier de devises de référence. Ces 3 devises de référence sont le dollar, le yen, le franc suisse, devises qui sont en même temps des monnaies de réserve. Eh bien, si l'on compare effectivement l'euro à ce panier de devises, on s'aperçoit que l'euro, qui valait 1,6 à 1,7 fois la valeur de ces devises, n'en vaut plus aujourd'hui que 1,10, entre 1,10 et 1,19, et a même valu un temps beaucoup moins, étant même tombé à 0,82 $, ce qui fait la moitié, et en dessous d'un franc suisse. Donc, si l'on compare effectivement par rapport au dollar, on voit cette chute de l'euro. Et ce qui est frappant, c'est que ces courbes de chute sont exactement les mêmes dans les 3 monnaies. C'est là où on peut mesurer vraiment la chute de la monnaie, que c'est un phénomène inhérent à cette monnaie et pas aux autres. Voici par rapport au yen, où l'on voit effectivement exactement le même graphique. Donc l'euro était tombé un temps à 0,82 $ et était tombé aussi jusqu'à 0,88 yens. Donc là aussi une chute de la moitié. Et par rapport au franc suisse, effectivement, là aussi c'est beaucoup plus... on voit la même courbe et sur le long terme, sur un peu plus long terme, c'est plus spectaculaire puisque l'on voit que le franc suisse était historiquement attaché au franc français et avait parité avec le franc français, c'est-à-dire une valeur égale au franc français, et dernièrement, l'euro était d'ailleurs tombé en dessous de la valeur du franc suisse. Alors, comment la BCE a-t-elle fait chuter l'euro? Eh bien, elle s'y est employée par 4 mécanismes, 2 classiques, et 2 qui resteront dans les annales des aberrations économiques mondiales, dans l'histoire des aberrations économiques mondiales. L'un, c'est le QE, et l'autre, ce sont les taux négatifs. Alors, un 5e mécanisme baissier est venu se rajouter tout seul, tout naturellement, et en toute logique, puisque l'euro est devenu monnaie mondiale d'emprunt, et on emprunte évidemment dans une monnaie où les taux sont les plus bas, et là en l'occurrence ils sont négatifs, et on emprunte dans une monnaie qui a une tendance baissière. Et quand on emprunte, c'est pour convertir aussitôt cette monnaie, et donc ce qui fait baisser, là encore, l'euro. Alors, cette chute de l'euro, provoquée volontairement par la BCE, a eu surtout pour effet de surenchérir toutes nos importations. C'est-à-dire de faire chuter d'autant le pouvoir d'achat. Car à l'heure actuelle,
tout est en totalité ou en grande partie importé. Les matières premières, bien sûr, l'énergie, dont le fameux carburant qui a été le déclencheur de cette crise, les denrées, toutes sortes de produits. Notre industrie, du moins dans ce qu'il en reste encore, c'est-à-dire dans ce qui n'a pas encore été délocalisé ou externalisé, revient de ce fait beaucoup plus cher à produire, plus cher en prix de revient, vu la part des importations dans le coût. Mais diminue d'autant aussi la valeur réelle de l'épargne, ceci est important, tout en augmentant d'autant la valeur de la dette nationale, devenue insoutenable, et à l'heure actuelle de 137% du PIB. Alors, si les causes d'une situation aussi intenable qu'insoutenable n'ont pas du tout été perçues, en revanche, les conséquences l'ont été vues, d'où cette révolte populaire hebdomadaire, cette crise des Gilets jaunes. Mais cela ne préjudicie pas que seulement les Français, cela ruine aussi l'Afrique, en augmentant leurs dettes et en baissant la valeur de leur monnaie pour les 16 pays de la zone franc, et aujourd'hui de la zone euro. 22 des 25 pays, d'ailleurs, les plus pauvres du monde, sont africains, selon les sources du FMI. Et cela fabrique, bien entendu, de dangereuses bulles immobilières et boursières. Et c'est aussi dangereux. L'euro a été aspiré 2 fois dans une spirale sans fin, une spirale baissière et spéculative, une spirale des algorithmes d'ordinateurs, ceux des raiders, cambistes et autres spéculateurs. Et l'euro a failli imploser 2 fois, donc on l'a dit, chutant tout à l'heure à 0,82 $ pour un euro, c'est-à-dire la moitié de sa valeur de référence, sauvé in extremis par 2 interventions des banques centrales mondiales, que j'avais sollicitées par voie directement et puis par voie de presse, effectivement, en faisant cette mobilisation pour l'euro. Sinon, effectivement, l'euro aurait implosé et provoquant la ruine pas seulement des Français, mais des Européens, comme le Venezuela a été victime de cette ruine dernièrement, avec 96% de dévaluation de sa monnaie. Là, on ne peut plus parler de baisse du pouvoir d'achat, mais on va parler d'anéantissement du pouvoir d'achat. Alors évidemment, ces 2 fois où l'euro a failli imploser, cela a fait bien entendu la une de toute l'actualité mondiale, mais curieusement, pas une ligne, ni pas un mot en France. C'est à en croire que les Français ne sont point du tout préoccupés par ces questions monétaires, par ces questions d'argent. Or, toute revendication est quand même une question d'argent, à part le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, mais toute revendication est une question d'argent. Et il est pourtant, en effet, essentiel de savoir si l'on perçoit une monnaie forte, de type franc suisse, ou à pouvoir d'achat élevé, ou si l'on perçoit une monnaie de singe. De même, lors de la fixation des parités franc-euro, les Français n'ont pas du tout cherché à savoir si l'on faisait ou non, au passage, une dévaluation déguisée, histoire de leur donner, 3 ans plus tard, moins de billets en euros contre leur franc. Alors la 7e aberration, c'est que cette politique paupérisante de la BCE est inutile et contre-productive, c'est-à-dire vidée de sens, puisque 75% des échanges de l'Union sont intra-européens, c'est-à-dire entre les pays d'Europe. Et en Suisse, on a vu que notre industrialisation revient dès lors plus cher à produire. Alors la 8e aberration est que la BCE a fait en revanche le jeu de 12 petits pays sur les 19 que compte la zone euro, ce qu'a déploré d'ailleurs Angela Merkel dans son discours de Munich du 2 février 2017 sur la sécurité, déplorant la chute de 25% de l'euro et, à l'époque du moins, et regrettant enfin le Deutschmark qui aurait une valeur différente, dit-elle. Voici effectivement le président Trump qui fustige, ce qui a fait la une de l'actualité ailleurs qu'en France, qui fustige la politique de la Chine et de l'Union européenne, et la chancelière Angela Merkel
qui nous dit la BCE a une politique monétaire qui n'est pas orientée vers l'Allemagne, mais plutôt orientée au Portugal, à la Slovénie ou à la Slovaquie. Nous avons en ce moment dans la zone euro, bien sûr, un problème avec la valeur de l'euro. L'euro a perdu 25% de sa valeur face au dollar au cours de ces 3 dernières années. Enfin, cela, donc, c'était en 2017. Elle rajoute, si nous avions encore le Deutsche Mark, il aurait certainement une valeur différente de celle de l'euro en ce moment. Donc, la politique pour reprendre les termes d'Angela Merkel, la BCE a orienté sa politique vers ces 12 pays. Alors que, ce qui est aberrant, c'est que ceux-ci ne représentent rien du tout. Tous ensemble, pas même 1% de la zone euro. À elles seules, la France et l'Allemagne, c'est déjà plus de 60% du poids de la zone euro, aussi bien du poids de l'euro que du poids du PIB européen. Avec l'Italie et l'Espagne, si on les rajoute, on est déjà à 95% de la zone euro. Et 100% si l'on rajoute la Belgique et la Hollande, sans même avoir besoin d'inclure l'Autriche dans le calcul, et encore moins ces 12 pays. Alors, la 10e aberration est que ces 12 pays ne pouvaient pas intégrer l'euro, puisqu'ils ont habitué à pratiquer historiquement de fortes hausses des prix pour compenser une dévaluation et inflation importante. Par exemple, la Grèce, en 1947, a changé une drachme nouvelle contre 50 milliards d'anciennes. Je dis bien contre 50 milliards d'anciennes. Et elle a remis le couvert 6 ans plus tard en changeant à 1 pour 1000. Alors, comment expliquer à ce pays ou à ces pays qu'avec l'euro, c'est terminé. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de dévaluation, et ce n'est pas la peine d'augmenter les prix. On ne peut pas lutter contre un réflexe, on va dire, ancestral. Donc, ces pays vont se trouver déconnectés des réalités et auront, eux, besoin d'une dévaluation déguisée, d'un dumping, pour remettre leur pendule à l'heure. Alors, la BCE a fait donc ce nivellement paupérisant par le bas, mais aussi pour compenser une autre aberration, celle d'une Europe des 28, avec des taux de salaire, avec des salaires descendant jusqu'à 200 € ou moins. Alors, cette Europe, avec une libre circulation des personnes, des travailleurs, des marchandises, des produits agricoles surtout, et a besoin d'une harmonisation. Et il est difficile, comment avoir une harmonisation dans une Europe où il y a de telles disparités de salaires. Alors, si la BCE cesserait cette politique aberrante, l'euro retrouverait bien entendu ses couleurs et ses niveaux d'avant, offrant tout à coup aux Français un pouvoir d'achat retrouvé, augmenté de 50%, une épargne augmentée de 50% et une dette diminuée de 50%. Alors, à l'inverse, cette politique paupérisante d'austérité dans la zone euro eh bien, a eu pour effet que les pays européens également, mais hors zone euro, s'en sortent mieux. Donc, comme vous le voyez, ça a fait aussi la une de l'actualité. Les pays européens hors zone euro s'en sortent mieux. Et idem pour les 38 pays d'Afrique hors zone franc, c'est-à-dire maintenant ce qu'on appelait la zone franc, mais maintenant hors zone euro. Alors, au palmarès des pays, bien entendu, au plus haut pouvoir d'achat, on trouve les pays industrialisés à la monnaie la plus forte. La 13e aberration est que cette crise, ayant pour revendication première donc ce pouvoir d'achat, aurait pu être totalement évitée. J'avais en effet écrit au député Macron le 30 décembre 2016 une longue lettre de 6 pages
dans lequel je lui prédisais avec précision cette crise et ses revendications actuelles s'il ne se défaussait pas, s'il ne se dédouanait pas de cette politique de la BCE. Et dans cette lettre, je lui avais effectivement vivement conseillé dans cette lettre de 6 pages de s'en démarquer et de la fustiger lui aussi, comme l'a fait d'ailleurs le président Trump à 2 reprises. Je lui disais, la BCE impose ses dictats faisant baisser l'euro et donc le pouvoir d'achat des Français et également au détriment des épargnants par ces taux négatifs. Donc cette lettre de 6 pages était très complète et lui prédisait effectivement cette revendication du référendum d'initiative populaire qui a été en fait baptisé référendum d'initiative citoyenne, mais cela ne change pas grand-chose. Et je lui prédisais les moyens d'empêcher cette crise et d'en satisfaire les revendications. Pourtant, je n'ai pas été pour une fois entendu. Pourtant, 5 présidents français avaient, je dirais, écouté mes conseils, transformés souvent en réformes, et j'avais d'ailleurs anticipé avec 4 ans d'avance et avec précision cette crise de 2008-2009 dans divers articles intitulés « Attention aux bulles d'outre-Atlantique ». Et le député Macron savait que je suis conseiller spécial d'autres présidents ou États, mais il n'a pas pris la remarque en compte, ce qui aurait permis d'éviter la crise, c'est dommage. Alors que Angela Merkel, qui avait été destinataire du même courrier par voie diplomatique, a évité les mêmes problèmes qu'a connus la France en se défaussant immédiatement de la BCE, quelques jours plus tard, donc dans son discours de Munich sur la sécurité du 2 février 2017. Alors, en revanche, on ne partagera pas cette autre aberration qui est son opinion d'impuissance face à l'indépendance de la BCE. Alors, cette indépendance n'est que théorique, car quand vous voyez que 4 pays seulement sur les 19 représentent 95% du poids de cette union monétaire, c'est un sacré groupe de pression, une pression qu'aurait utilisé un président au caractère aussi trempé que Trump. La 16e aberration, mais qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer cette fois, est que le président Macron n'ait jamais évoqué une seule fois, tout au long de cette crise de plus de 6 mois, la BCE. Cela lui aurait permis de mettre fin à cette crise et lui aurait donné une certaine popularité à l'inverse, car dans un sondage national qui a précédé l'actuel référendum sur la BCE, qui a lieu actuellement sur réformateur.com, eh bien 100% des Français avaient répondu oui à la question de savoir si la BCE devait cesser sa politique paupérisante. Or, 100%, c'est du jamais vu en matière de sondage, surtout à niveau national. Voilà, tel était l'avis des personnes interrogées. Et la dernière, en conclusion, c'est qu'on peut déplorer que les Gilets jaunes se sont hélas trompés sur toute la ligne. C'est en réalité à Francfort et contre la BCE qu'ils devaient manifester. Voilà, donc à une prochaine émission, et merci de votre attention. Émission qui mérite, bien entendu, qui mériterait d'être extrapolée par des émissions débat suivies de votes. Et là, je m'adresse aux différentes chaînes de radio et de télévision. Nous sommes prêts, effectivement, à les animer, à les organiser. Voilà, merci, au revoir, merci de votre attention.